Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour réagir à une autre petite vidéo que j'ai vue passer sur Instagram, vidéo produite par le Sénat et qui mettait en avant un jeune garçon, un producteur de long métrage et de court métrage, financé bien sûr par l'État, et qui dénonçait le virilisme brutal et les comportements masculins. Bien sûr, ce garçon est un commerçant, il fait ça pour surfer sur la vague et pour pouvoir vendre sa marchandise. Et il est évident que avec ce genre de mentalité, nous aurions été sous un régime nazi, il nous aurait fait des vidéos vantant le nazisme, et sous un régime communiste, il nous aurait fait des vidéos vantant le communisme. Nous sommes dans une optique marchande, malheureusement, et pas une optique d'information et de compréhension des hommes et des femmes pour mieux les faire vivre ensemble et pour permettre à l'humanité de perdurer. Donc je vous passe sa petite vidéo, son petit interview, qui était un interview au Sénat. On essayait de comprendre les comportements masculins qui sont si mauvais. Alors actuellement, c'est la mode, c'est on attaque les hommes à fond la caisse. On attaquerait les femmes comme ça se passerait beaucoup plus mal. Les hommes ne réagissent pas encore, mais ça va pas tarder, parce que là, ça commence à être un peu une chasse aux sorcières. Alors je vais vous passer sa vidéo, on va le voir. Et si je devais généraliser, je dirais qu'on apprend aux hommes à être dominants dans toutes les situations possibles, en séduction, dans leurs relations amicales, à leur travail, dans leur vie de couple, et même dans leur sexualité. Peut-être même surtout dans leur sexualité. D'après cette logique, la femme doit être soumise, en plus d'être douce, gentille et attentionnée, si je reprends bien sûr leur vocabulaire. L'homme, lui, se doit être fort, viril et autoritaire. Dans un vocal, un influenceur conseillait par exemple explicitement ses abonnés à, je cite, déglinguer bien fort sa partenaire. D'après lui, il s'agissait là de la méthode la plus efficace pour qu'une femme prenne du plaisir lors d'un rapport. Une vérité d'après lui inavouable que les femmes ne pourraient pas assumer en société, mais que l'influenceur avait lui décelé et mis à jour avec ses expériences. Celui dont je vous parle n'avait à l'époque que 25 ans. Si je devais généraliser, je dirais qu'on apprend aux hommes à être dominants. Bon, on voit que ce garçon ne connaît pas vraiment la psychologie féminine et qu'il n'a pas eu de relation, ou qu'il ment, je penserais plutôt qu'il ment, pour pouvoir produire et vendre ses films. Alors, je vous ai écrit des petits textes pour que vous compreniez la réalité, et après on va essayer de comprendre au niveau anthropologique et sociologique les bases de ces comportements masculins envers les femmes qui peuvent paraître primitifs, mais qui sont aussi des fois recherchés par les femmes. Alors, je vais vous lire quelques petits textes qui, je l'espère, vous feront comprendre notre humanité. Alors, le premier petit texte que je vais vous lire, c'était un petit texte un peu en réponse à ces stupidités. J'ai mis « Les luttes entre mâles pour les femelles permettent de sélectionner les individus mâles les plus énergiques, capables de s'imposer parmi les hommes, afin de transmettre cette agressivité essentielle pour protéger et défendre le groupe contre les dangers extérieurs. Cette agressivité est d'ailleurs recherchée par les femelles humaines, et l'amoureux timide qui s'endort en position fétale, blotti contre sa compagne, à qui il a préalablement fait l'amour tendrement, a de fortes chances de se faire remplacer par le bad boy viril, capable, dans la passion charnelle unissant les corps, de faire mordre l'oreiller à sa compagne. En réalité, heureuse et honteuse d'être soumise et labourée par la virilité testostéronée de son amant brutal. Alors bien sûr, c'est un texte un peu caricatural que je vous ai fait, mais qui reflète la terrible vérité de nos relations humaines. Quand dans un couple, un homme et une femme font l'amour, la femme n'attend en général pas d'un mâle, puisque nous sommes dans l'animalité, mais c'est bon des fois de s'y laisser aller. La femme attend du plus profond de son être,
par sa programmation, d'être quelque part soumise et dominée par un homme, pas parce qu'elle aime réellement la domination et être une chienne au lit, absolument pas. C'est un test féminin pour vérifier si le mâle avec qui elle fait l'amour a assez d'énergie et est capable de dominer, donc de la dominer au lit, pour pouvoir ensuite dominer le monde des hommes, pour pouvoir lui rapporter de l'énergie afin de la faire vivre, elle et ses petits. C'est un simulacre de viol quelque part, mais consenti, bien sûr, pour en vérité tester la puissance du mâle dans sa capacité de domination. Et il est évident que l'amoureux transi, le type qui va faire l'amour en position missionnaire et qui va ensuite s'endormir en se blottissant contre sa compagne en position fétale, ému et la larme à l'œil, il ne va pas faire long feu et elle aura progressivement du mépris pour cet individu qui ne montre pas de la virilité primitive dans ses rapports sexuels. Alors évidemment, ce sont des jeunes femmes qui sont souvent comme ça. À un certain âge, on s'en bat un peu les boules, des deux côtés. Mais dans un premier temps, on a des programmations et on teste le jeune homme de cette façon. Et c'est ainsi que des couples se forment, car elles ressentent la capacité de l'individu, le bon taux de testostérone pour aller affronter le monde, et en plus, capacité et virilité primitive qu'elle transmettra à ses petits si un jour elle est fécondée par cet individu. Bien sûr, c'est primitif. Bien sûr, il faut prendre du recul là-dessus et comprendre que c'est un jeu, ou plutôt, c'est une programmation génétique qui donne du plaisir aux deux. L'un se sent dominant, l'autre se sent dominé. L'un peut affirmer à la femme qu'il peut dominer le monde et conquérir le monde. Souvent, il ne le fait qu'au lit, malheureusement. Le monde est souvent fait, et majoritairement fait de dominer et peu dirige. Mais la femme est rassurée aussi par cette soumission symbolique, par la puissance de son homme et sa virilité. Alors maintenant, je vais vous lire d'autres petits textes sociologiques et anthropologiques pour vous faire comprendre les relations humaines. Un autre petit texte que j'ai écrit s'appelle « Sélection sexuelle » pour que vous compreniez que ni les hommes ni les femmes sont responsables. Nous sommes ce que les femmes ont voulu que nous soyons, nous les mâles, et les femmes, les femelles, sont ce que les mâles, nous les hommes, ont voulu qu'elles soient. Alors, ce petit texte s'appelle « Sélection sexuelle ». Au cours de l'évolution humaine, ce sont les femmes qui ont choisi les hommes les plus territoriaux et violents, capables de s'imposer parmi les hommes et les plus à même de les protéger, de les nourrir, qui ont pu, au mieux, diffuser leurs gènes dans l'humanité. Au cours de l'évolution, ce sont les hommes qui ont choisi les femmes les plus belles, c'est-à-dire les femmes jeunes et les mieux conformées pour donner la vie, qui ont pu, au mieux, diffuser leurs gènes dans l'humanité. C'est ainsi que, par sélection, les hommes sont violents, territoriaux et sont attirés par les belles femmes, et que les femmes ne pensent qu'à être les plus belles pour évincer les autres femmes, pour attirer les mâles les plus puissants et territoriaux, afin d'être nourris et protégés, pour transmettre du mieux possible la vie. Les hommes sont ce que les femmes ont voulu qu'ils soient, et les femmes sont ce que les hommes ont voulu qu'elles soient. Ne nous en plaignons pas, apprenons simplement à nous connaître pour, avec intelligence, maîtriser notre animalité et vivre en harmonie, en pardonnant à l'autre sexe ses excès et ses obsessions. Excès et obsessions qui sont en réalité que des caractères sélectionnés inconsciemment par nos ancêtres pour leur survie et celle de l'humanité. Voilà, petit texte pour vous faire comprendre que nous sommes ce que les femmes ont voulu que nous soyons et que les femmes sont ce que nous avons voulu qu'elles soient. C'est-à-dire, on recherche des belles femmes, plutôt jeunes en général, bon, pas forcément notre président, mais la majorité des individus. Alors, il y en a qui aiment les MILF aussi, on voit que c'est une tendance sur les sites pornographiques, mais globalement, les hommes sont plutôt attirés par les femmes jeunes, c'est-à-dire, et belles, c'est-à-dire en capacité
de transmettre la vie, donc fertile, tout simplement. Et les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'ambition et du pouvoir et qui ont envie de bouffer le monde et de le dominer. C'est typiquement féminin parce que l'homme qui dominera le monde, qui s'imposera parmi les hommes, sera un bon partenaire qui transmettra son énergie à ses petits, donc aux enfants de la femme, et qui en même temps, par sa position dominante, pourra protéger sa femme et ses enfants. Donc c'est une base très primitive, évidemment, mais c'est une base. Alors maintenant, on va parler un peu petite discussion avec ChatGPT, qui est tout enrichissant puisque je lui ai passé mes textes et nous avons discuté. J'aime bien discuter avec mon ami virtuel qui, bien sûr, est biaisée puisqu'elle ne veut pas de procès, mais qui néanmoins est une amie fort sympathique, même si elle n'est pas consciente. Alors, chez les homininés, la perpétuation de la lignée a été influencée à la fois par la sélection naturelle, survie, et par la sélection sexuelle, choix des partenaires. Au cours des centaines de milliers d'années, les pressions écologiques et sociales ont façonné les préférences des deux sexes. Les femmes, dont la gestation et l'allaitement imposent un investissement biologique élevé, ont eu tendance à privilégier en moyenne des partenaires capables d'assurer protection, ressources, stabilité territoriale et fiabilité sociale. Ces critères, dans un environnement ancestral dangereux et compétitif, favorisaient souvent les hommes assertifs, dominants dans leur groupe et capables d'agir face aux menaces. Les hommes, moins limités biologiquement dans le nombre potentiel de descendants, ont de leur côté développé une attention particulière aux indices de fertilité, jeunesse, symétrie, santé, vitalité, non par culture, mais par pression évolutive cumulée. Et ça se ressent encore, quand nous discutons, nous, les garçons, entre nous, nous montrons nos conquêtes d'une façon très primitive. En vérité, c'est pour montrer son rang, puisque celui qui a le plus de belles filles à son tableau de chasse, c'est une façon très primitive, et celui qui, indirectement, a la plus haute situation sociale, donc, sera le leader. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc on montre les belles jeunes femmes qu'on a baisées, labourées, on se vante entre potes, c'est minable, mais c'est comme ça, c'est pas pour mépriser les femmes, c'est toujours pour assurer son rang dans un groupe d'hommes très hiérarchisés, un peu stupides, je l'admets. Et les femmes, quand on les entend discuter, moi je me souviens, j'étais dans le bus, à une époque où, je le prends encore de temps en temps, je préfère mon 4x4 bien sûr, mais je le prenais et j'entendais les filles discuter derrière moi et elles disaient « Oh là, j'ai rencontré un avocat, il est sympa, il m'a invité au restaurant. » Il ne viendrait jamais à l'idée d'un garçon discutant avec un autre garçon, en tout cas dans nos sociétés occidentales, de dire qu'on a rencontré une avocate. On va plutôt parler de ses fesses, de ses seins et de son visage, donc de ses caractères de jeunesse et de fertilité. Mais bien sûr, nous sommes des mâles, elles sont des femelles, et nous n'avons pas les mêmes attentes. L'important est bien sûr de survivre et de se reproduire avant tout. Alors, ces dynamiques croisées ont modelé une partie des comportements humains. Une tendance masculine à la compétition intrasexuelle, au territorialisme et au statut. Une tendance féminine à la mise en valeur de soi, à la présentation et à la recherche de fiabilité ou de puissance sociale chez le partenaire. Ces tendances ne sont ni absolues ni identiques pour tous les individus, mais elles représentent des moyennes qui se retrouvent dans de nombreuses cultures humaines. Les hommes sont en partie le produit des préférences féminines ancestrales et les femmes sont le produit de préférences masculines ancestrales. L'humanité s'est construite par ce jeu de pression croisée sans qu'aucun de ces deux sexes n'en soit coupable ou responsable. D'où mon attaque contre toutes ces connasses de féministes qui ne comprennent pas que nous sommes ce que les femmes ont voulu qu'elles soient, que nous soyons, et qu'elles sont ce que
les hommes voulaient qu'elle soit. Donc, il faut arrêter de se haïr et se comprendre pour pouvoir se respecter et surtout maîtriser notre animalité. Alors, aujourd'hui, comprendre cette histoire biologique permet de mieux interpréter nos instincts, éviter de les absolutiser et apprendre à les maîtriser pour vivre de façon plus consciente, plus harmonieuse et moins conflictuelle. Ce que je vous apprends, bien sûr, dans mes livres, L'éveil des consciences et dans Sexe contre énergie, qui sont des livres absolument pas masculinistes ou féministes, mais des livres objectifs, des livres qui vous décrivent la réalité, notre animalité réelle, pour la maîtriser tout simplement et devenir des êtres éveillés et conscients, aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Nos excès, nos attirances, nos élans et nos jalousies ne sont pas des fautes morales, mais les traces d'une sélection inconsciente qui a permis la survie de nos ancêtres. Voilà, c'est intéressant de comprendre tout ça pour désamorcer les haines de ces connasses de féministes, bien sûr, parce que il y a un féminisme à la Simone Veil qui est un féminisme intelligent. Alors certains m'engueuleront, je dis non, même quand elle s'est battue pour l'avortement, elle ne se battait pas pour un avortement contraceptif remplaçant la pilule. Non, elle se battait pour un avortement réel de femmes qui avaient été violées, c'était interdit, et qui passaient chez l'avorteuse qui faisait ça dans des conditions d'asepsie infâmes avec des aiguilles électricotées, ce qui faisait des morts. Simone Veil est une femme excellente, elle a été combattue par des fois les religieux, mais elle était une femme qui ne voulait pas un féminisme stupide et qui se battait réellement pour le droit des femmes, ce qui était à l'époque quelque chose d'exceptionnel. Donc, un véritable féminisme pour de véritables droits et pas un féminisme historique et instrumentalisé et anti-homme. Voilà. Alors, je vais vous passer encore une petite vidéo. Je vais voir si je la retrouve. Elle est complètement débile, celle-là aussi, puisqu'on va en passer. Ça va être ce soir la fête. J'aime bien. Alors, est-ce que je l'ai, cette vidéo? Je vais essayer de la retrouver. Alors, on va la mettre. Hop, hop. Et celle-là, elle est géniale aussi. Alors, on va la mettre pour vous montrer que c'est la guerre des sexes, une guerre qui est voulue quelque part par le gouvernement, en tout cas le gouvernement français, pas parce qu'ils veulent la destruction du virilisme, mais parce que les femmes, en général, sont plus nombreuses que les hommes, elles vivent plus longtemps que nous, et elles représentent un gros paquet de votants. Donc, si il y a une tendance à la mode, actuellement c'est le féminisme anti-homme, dénonce ton porc, là je sais pas quoi, là MeToo, et j'en passe et des meilleurs. C'est une mode, ça passera, ne vous inquiétez pas, les femmes sont à la mode, je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est une qualité, les femmes sont impersonnelles. Ah, je vais me faire attaquer, mais non, c'est une qualité, l'impersonnalité, je vous l'expliquerai à la fin. C'est pour ça qu'elles sont à la mode, elles veulent ressembler à la copine, mais elles sont aussi à la mode dans leur comportement. Si la mode est à être voilées, elles seront voilées, et si la mode est à être féministe et anti-homme, elles seront anti-hommes. Pas qu'elles soient stupides, mais que leur programmation fait d'elles des individus très influençables, comme les enfants, pas parce qu'elles sont stupides, je vous le répète encore, parce que ce sont les femmes qui, traditionnellement, quittaient leur groupe familial, donc papa, maman, la tribu, pour aller dans la famille de leur mari, où, en tant que génitrice, elles donnaient la vie. Donc, dans un milieu totalement différent, elles avaient intérêt à être complètement impersonnelles, pour réapprendre toutes les us et coutumes, donc les modes du coin, pour justement ne pas faire de vagues et pouvoir accomplir leur rôle de maman du mieux possible dans un milieu sans conflit. Donc, on est à la mode et on est impersonnel. Et malheureusement, nos politiques utilisent cette impersonnalité et les modes du moment pour avoir le vote des femmes afin d'être élus. Donc, ils vont vous faire du féminisme minable, du féminisme dévoyé
pour essayer d'avoir ces pauvres femmes influençables. Bien sûr, toutes les femmes ne sont pas influençables, il y en a qui sont d'une grande lucidité, heureusement, hein, comme il y a des hommes qui ne sont pas des virilistes brutaux et primitifs comme moi, et qui sont des hommes intelligents et d'une grande douceur. Alors je vais vous passer cette petite vidéo qui est intéressante. La virilité, ce n'est pas le coût des hommes, c'est le coût d'une différence d'éducation que nous donnons entre les garçons et les filles et qui pousse notamment les garçons à adopter plus de comportements violents et antisociaux que les filles, que les femmes. Il y a des coûts directs en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects qui sont supportés par la société, puisqu'il y a des destructions de biens, des souffrances physiques, psychologiques pour les victimes. Alors je vais arrêter ici le suspense et vous dire à combien est-ce que je suis arrivée. Pour la justice, je l'ai estimé à 7 milliards d'euros par an sur les 9 que nous dépensons au total. Pour les coûts et violences volontaires, je l'ai estimé à 18 milliards d'euros par an sur les 26 dépensés au total. Pour l'insécurité routière, on est à 13,3 milliards d'euros par an, etc., etc. Et donc, je suis arrivée à la virilité, ce n'est pas le coût des hommes. On est en train de... C'est le coût d'une différence. On est en train d'attaquer les hommes et de les attaquer sur leur virilité et leur comportement agressif. Mais cette agressivité doit être évidemment contrôlée, mais elle fait partie de la masculinité et elle fait partie, en réalité, de qualités à entretenir pour que les hommes puissent s'affronter entre eux pour le territoire et les femmes au sein même des groupes. Mais à ce moment-là, ça va être des combats ritualisés. Hein. On va codifier tout ça pour éviter les drames, mais pour maintenir une certaine agressivité et virilité, pour pouvoir, en réalité, protéger le groupe, la communauté, contre des prédations territoriales et des attaques venant de l'extérieur, ce qu'on appelle des guerres. Hein. Les guerres se font toujours pour l'énergie et le territoire représentant l'énergie, mais maintenant c'est pour l'énergie, puisque on se bat pour les ressources énergétiques mondiales, et on a besoin d'hommes pour pouvoir défendre le territoire. S'il n'y avait pas cette virilité primitive et qu'il faut contrôler, bien sûr, et cette violence propre aux hommes et propre à notre taux de testostérone élevé, bien sûr, que n'ont pas les femmes, eh ben nous aurions un pays de mollassons efféminés, ce qui ne plairait pas aux femmes, puisqu'elles recherchent inconsciemment un homme viril capable de les protéger, hein, et pas forcément un abruti, mais un homme viril et intelligent capable de les protéger. Et s'il n'y avait pas cette virilité brutale, par exemple, vous auriez eu les Russes qui ont envahi l'Ukraine sans aucune résistance. Mais d'un autre côté, les Ukrainiens n'auraient pas emmerdé les Russes au Donbass pour s'imposer sur leur pays en essayant de repousser ou d'éliminer des minorités. Bien sûr, si vous enlevez cette violence masculine totalement, alors qu'il faut plutôt la canaliser dans le sport, dans l'éducation, hein, et pas l'interdire et la stigmatiser comme quelque chose de grave. Non, elle fait partie de la masculinité, mais elle est en réalité faite pour protéger le groupe en entier dans des événements dramatiques que l'on appelle des guerres. Hein. Et c'est aussi cette virilité qui vous permet d'avoir des forces de l'ordre, des militaires et des policiers. Hein. Les policiers étant maintenant des militaires. Donc c'est intéressant à comprendre. Donc rejeter cette virilité masculine, c'est rejeter tout ce qui permet à un groupe de se protéger et de défendre les femmes et les enfants. Et de toute façon, comme vous le savez très bien, si on combat cette virilité excessive, en général elle se combat tout seul, le type trop agressif va finir en tôle et il ne se reproduira pas, ou il va se faire tuer pendant une rixe, donc il ne transmettra pas ses gènes. Mais si on combat trop cette virilité, on finit avec un peuple ramolli qui va très vite se faire remplacer
en partie génétiquement, les femmes se donnant, bien sûr, aux vainqueurs et aux hommes qui dominent. Bien sûr, les femmes préfèrent un dominant viril qu'un mollasson efféminé. Alors bien sûr, il y a des femmes qui préfèrent ça, mais la majorité, non. Et si vous commencez dans une relation sexuelle, vous les garçons qui me suivez, à être d'une grande douceur, à ne pas vous imposer au lit, je dis dans un simulacre, bien sûr, dans un jeu, on n'est pas là pour faire mal, on n'est pas là pour écraser l'autre, mais dans ce jeu, montrer votre virilité, votre capacité de domination au pieu, vous avez de fortes chances d'être dégagé au bout d'un moment par votre compagne qui ne ressentira pas en vous cette capacité de protection. Et malheureusement, la frontière est souvent peu visible et elle peut être des fois dépassée. Donc il faut toujours faire attention. Mais c'est cette agressivité masculine primitive qui a permis tout de même à l'humanité de perdurer. Voilà, petite vidéo du soir pour que nous nous comprenions tous les uns les autres et que nous évitions de nous détester et que nous comprenions nos programmations animales pour les maîtriser et les dépasser et devenir des êtres éveillés comme je le suis, comme est Cheikh Delavier, porteur de lumière. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.